peut-être attendre que... Voilà. Alors, avant de commencer une présentation rapide de la MFE, je vais vous présenter un petit sondage. Nous avions fait une étude sur le confort de vie et les prises vitaminiques auprès des patients. Et je me suis dit que comme Madame Debré intervenait aujourd'hui, il était peut-être intéressant de reposer la question aux familles. Et je l'ai fait avant-hier. Il y a notre groupe Facebook privé, réservé celui-là aux parents. Donc, alors c'est moi qui passe. Hein. Voilà, alors, il a été posé 5 questions. Je vais vous présenter seulement 2 résultats. La première était de savoir quels étaient les enfants concernés, enfin la proportion d'enfants concernés par les injections intramusculaires. J'ai posé la question de savoir ce qui avait été concerné et ce qui était concerné actuellement. Vous voyez que plus de 85% des parents qui ont répondu sont concernés. Alors on a évidemment un biais de sélection. Sur ce groupe-là, on a à peu près 800 enfants et on a au jour d'aujourd'hui un peu plus d'une centaine de réponses. J'ai regardé ce matin. Donc évidemment, je pense que ceux qui ont répondu, ce sont ceux qui étaient concernés. Donc on a 85% de ces 94 réponses qui étaient concernées. Et la question était de savoir si ce traitement était douloureux. La réponse, vous l'imaginez bien, c'est oui et de façon assez massive. Alors pourquoi j'avais envie de présenter ça aujourd'hui? Pour dire que nous, en tant qu'association de patients, vous prenez en charge nos enfants très jeunes. Ce sont des enfants qui ont quand même pas mal de soins, pas mal d'hospitalisations. Et il me semble important de réduire au maximum la douleur des traitements. Et les injections intramusculaires font partie des choses les plus mal vécues par les familles, douloureux pour les enfants, difficile à vivre pour les parents. Donc il est vrai que la présentation de Madame Debré aujourd'hui est quelque chose qui nous convient bien parce qu'on a très envie que tous les centres mettent en place ce traitement par voie orale qui sera un vrai confort de vie pour nos familles. Voilà. Je vais passer un peu vite, hein, il est tard. J'ai mis quelques remarques des familles. Alors vous avez vu, j'ai encadré en rouge, en vert et en noir. Les rouges, c'est les douleurs. C'est bien douloureux, c'est difficile à vivre. Alors, quand c'est vert, dans le deuxième carré, il y a quand même un inconvénient. Vous voyez, pour nous, le rendez-vous à l'hôpital, celui-ci là, pour nous, le rendez-vous à l'hôpital pour les injections, ça passe très bien, dit une maman, mais ça l'oblige à louper une demi-journée d'école par mois et nous à poser une demi-journée de congé parce qu'il faut bien penser qu'on est en pédiatrie et que ça ne se fait pas toujours à la maison avec une infirmière, mais que bien des patients le font à l'hôpital, alors parfois à l'occasion d'une visite, mais parfois ils ne vont à l'hôpital que pour ça, que l'hôpital n'est pas toujours à côté de la maison, et que contrairement, et on en reparlera tout à l'heure, dans les pathologies adultes, alors je ne minimise pas la difficulté de vivre avec une pathologie chronique quand on est adulte, mais il faut bien comprendre que nous, parents d'enfants malades, on n'a pas d'arrêt maladie, on pose des journées de congé. C'est la spécificité pédiatrique. Les enfants sont malades, ils sont pris en charge à 100%, mais les parents n'ont pas d'arrêt maladie pour accompagner les enfants. Alors que quand on est adulte malade, on peut arrêter son travail et on n'a pas de perte de salaire. Donc voilà, outre la douleur, il y a aussi tout le côté pratique pour les parents. Alors, il y a une famille, Madame Debré, effectivement, qui est inquiète, je l'avais mis dans les témoignages, là. Les parents sont pharmaciens, on leur a proposé le traitement, ils l'ont refusé en disant non, c'est pas un médicament. Donc, je pense que ce qui va être important aussi de votre côté à nous, et je vous solliciterai, ça va être de rassurer les parents. D'accord? Votre étude, par exemple, pourra les rassurer, et je vous demanderai d'aider à rassurer les parents qui sont inquiets. Voilà. Il y a une diapo que je n'ai pas mise ici. Sur les 94 familles, et c'est vrai sur la centaine, là, enfin sur les 104 réponses que j'ai eues, il n'y a que 12 parents à qui on a proposé le traitement par voie orale. Donc 12 sur 104, c'est pas beaucoup, il y a des progrès à faire. Alors, des nouvelles de l'association, je vais aller vite. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est ce que j'ai commencé tout à l'heure, c'est qu'avoir un enfant malade, il y a un vrai impact sur la vie familiale. Alors, il y a une étude qui date un peu, puisqu'elle date de 2017 et elle avait été grandement menée, notamment par l'aide de Phil Foy. On va reconduire cette étude-là au mois de janvier. Avoir un enfant malade, en tout cas un enfant malade du foie, ça a un impact sur la scolarité des enfants à hauteur de 62%. C'est-à-dire que 62% des familles ont déclaré que la scolarité avait été modifiée par la maladie. Il y a un impact sur la vie de famille, beaucoup de divorces, beaucoup de difficultés familiales. On n'évolue pas tous au même rythme. Quant à la maladie de son enfant, on ne vit pas de la même manière. Et donc, ce n'est pas toujours facile de vivre en couple avec un enfant malade. Voilà, donc il y a un véritable impact, puisque 81% des couples ont déclaré que ça avait modifié leur relation de couple.
Il y a un impact sur l'emploi, 46% des pères et 81% des mères. Je ne ferai pas de commentaires sur la qualité homme-femme là-dessus, mais il faut savoir que beaucoup de mères ont arrêté de travailler, ou ont diminué leur activité, sont passées à temps partiel, ou ont décidé de ne pas avoir d'évolution de carrière. En tout cas, 50% presque chez les hommes et 80% chez les femmes. Et du coup, tout ça fait qu'il y a un impact financier fort. 61%, c'était en 2017, et on va vraiment reconduire l'étude, ça me paraît important, 61% des familles déclaraient avoir des difficultés financières. Alors, les missions de la MFE, soutien, dépistage, recherche, ce sont des missions qui existent depuis l'origine de la maladie. Alors, j'ai remis notre ancien cycle, quand l'association a été créée en 2009, parce qu'il me paraissait, j'ai fait une capture d'écran, parce que vous voyez, il y a écrit « Association de soutien aux parents et à la recherche en hépatologie pédiatrique ». Nous sommes une association de parents à l'origine. Depuis l'année dernière, nous avons réalisé que cette mission ne suffisait plus. On ne peut plus être qu'une association de parents parce que nos enfants grandissent grâce à vous. Ils grandissent pour beaucoup, voilà, ils deviennent adultes. Et comme ils deviennent adultes, ils nous ont dit « Eh oh, on existe, vous pourriez nous représenter, nous aussi ». Donc, nous sommes maintenant devenus une association qui s'est restructurée en conséquence. Alors, la restructuration, je vais aller vite. Ça, c'est plutôt pour les pédiatres hépatologues avec lesquels on a l'habitude de travailler. On a un nouveau CA qui s'est élargi et ce qui nous paraissait important, c'est que le CA soit à l'image de notre restructuration. Et puis, il y a moi, qui ne suis plus présidente, qui suis maintenant déléguée générale et qui travaille à temps plein depuis très peu de temps, depuis 3 semaines et demie, pour la MFE. Alors, on a des délégués, ces adresses, on vous les fera passer. Elles fonctionneront à partir d'aujourd'hui, du 1er décembre. Quand vous êtes en région, il est bien que vous sachiez qu'il y a un délégué régional et vous pouvez faire appel à elle directement sans passer forcément par l'adresse contact. Alors, sur les restructurations qui me paraissent importantes à signaler, c'est qu'on a restructuré par maladie et par thématique. À savoir qu'on a une référente oncologie, parce que vous en avez parlé tout à l'heure dans les PFIC, hein, on peut avoir des complications oncologiques. Et de fait, nous, association, jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas bien structurés pour ça. C'est-à-dire que quand les familles étaient suivies en oncologie, elles partaient en service d'oncologie. Et puis nous, on les perdait un peu de vue parce que leur souci, c'était ça. Donc, on a maintenant une référente oncologie. On est en train de créer des partenariats avec des associations d'oncologie, des associations d'écoute aussi sur ces problématiques, et de façon à mieux accueillir. Donc, on vous dira quand on sera vraiment au point, on a encore pas mal de travail à faire, mais je pense que vous, quand vous aurez vos patients et qu'il y aura ces complications-là, vous pourrez signaler l'adresse en disant si vous avez envie, voilà, et puis pas adresser à l'AMF en général, sinon ils vont être perdus un peu dans le flot des patients qui n'ont pas ces complications-là. On a une référente COFRAD. Alors la COFRAD, c'est le Conseil français des associations et des droits de l'enfant. Ça défend les droits de tous les enfants. L'enfant migrant à la rue, l'enfant malade, l'enfant non malade, ça dépend. Et je pense qu'on est une association pédiatrique et qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, vous soignez nos patients, vous, les patients, mais que nous sommes parents d'enfants et qu'ils ont quand même des problématiques liées à leur âge. On va faire, je vous redirai un peu les projets que l'on a avec eux. On va avoir aussi un référent don d'organes. Ça, évidemment, nous, sans organes, vous l'avez bien spécifié, sans organes, on a plein d'enfants qui ne vivraient pas. Donc, il est important qu'on ait quelqu'un de référence. Et ensuite, il y a les groupes. Alors, les groupes PFIC, cette année, on a beaucoup travaillé. Emmanuel Prats, qui en fait partie, est avec nous aujourd'hui. Groupe PFIC, vous avez vu, il y a les nouveaux traitements qui sont sortis et on a eu besoin, ne serait-ce que pour la commission de transparence de l'HAS, de travailler en groupe et c'est un chouette groupe, je crois. Ça permet de rassembler des parents, parce qu'entre un enfant AVB, un enfant Alagille, un enfant PFIC, qui sont les 3 principales maladies, pas uniques, hein, mais les 3 plus grosses maladies que nous représentons, c'est pas du tout le même quotidien. Et on a créé ce groupe de parole, pour l'instant non encadré par un professionnel, mais qui, je crois, fonctionne assez bien. Et moi, qui étais témoin, puisque j'ai un enfant atteint d'AVB syndromique et pas de PFIC, donc moi, j'étais à ces réunions invitée pour organiser un petit peu, j'ai été très surprise d'apprendre autant de choses sur les PFIC en me disant, oh là là, j'avais lu pas mal de choses.
Et alors, quand on voit, ce sont des mères et un père seulement, mais sinon, ce sont des mères pour l'instant. Quand je vois tout ce qu'ils vivent au quotidien, il y a déjà plein d'astuces qui se sont passées, il y a plein d'idées qui sont mises en place. On a pu relire le livret PFIC que l'on entend compléter. Voilà, ce groupe de parole, ces réunions PFIC sont, à mon avis, très utiles pour les familles. Donc, pareil, il y a une adresse. Si vous avez des familles PFIC, vous pouvez communiquer l'adresse et les intégrer au groupe. Je reviens à la fin, puisqu'on a parlé pas mal d'Alagile et qu'il y a Monsieur Mirom qui est là, Monsieur Claus qui est là. On va aussi créer un groupe Alagile, c'est un peu sous le même format. On s'est essayé avec les PFIC et on va se lancer tout début d'année sur les groupes Alagile avec des problématiques évidemment très spécifiques aux Alagiles. Ensuite, il y a un groupe Jeunes Malades du Foie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est une association de parents. Il faut qu'on apprenne à être une association de jeunes malades. Pour ça, on a travaillé en lien avec d'autres associations. Voilà, c'est un groupe que l'on construit avec plein de projets. On va demander des discussions autour de thématiques. On invitera les médecins parfois à participer, notamment sur les questions un peu épineuses comme l'alcool, la consommation d'alcool à l'adolescence. On pense que là, il est important évidemment d'encadrer ces groupes de parole avec des gens, des médecins. Mais on va également travailler sur... Les problématiques ont déjà été votées, à savoir la cicatrice, vivre avec une cicatrice, parce qu'on a quand même une cicatrice comme ça, puis une cicatrice comme ça. Et quand on a eu son CASA et qu'on est greffé pour les AVB, par exemple, et on se rend compte que c'est pas si facile à vivre, ni pour les garçons, ni pour les filles. Enfin voilà, on a voté sur tout un tas de problèmes. Les voyages, parce que de plus en plus nos jeunes font des études et ils ont envie de partir dans des facs et dans des... Ben, c'est pas si simple, il faut quand même prévoir tout un tas de papiers, d'assurance rapatriement, etc. Certains ont envie de voyager dans des pays comme l'Inde ou la Chine, n'est-ce pas? Eh ben, il semble que ce ne soit pas complètement impossible, mais ça demande un certain nombre de précautions, donc on va les accompagner sur tout ça. Également sur les prêts bancaires. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu que le Crédit Mutuel nous a sorti du chapeau quelque chose de soi-disant formidable. Ce n'est pas si formidable que ça. Donc on a un groupe de travail et on étudie un peu les propositions bancaires, parce qu'on a quand même des jeunes, quand ils ne sont pas greffés, ils sont à risque de l'être, et donc on ne leur prête pas de sous à des taux incroyables. Et quand ils sont greffés, bah, s'ils arrêtent les traitements, ils peuvent retomber. Voilà, donc ils sont dangereux aussi. Donc en fait, on prête à personne. Et nous, on est quand même dans une population, là encore, très spécifique. C'est-à-dire que nos enfants, ils sont nés malades, pour la plupart d'entre eux quand même. Donc ils sont nés malades, ils vont le rester, ils ne seront jamais guéris. Et je travaille beaucoup en ce moment avec des associations d'oncologie. Je ne minimise évidemment pas la gravité de l'oncologie pédiatrique, bien sûr que non. Mais quand on a eu un cancer, au bout de 10 ans, on est considéré comme guéri. Quand on a une maladie, dans les maladies que nous représentons, nous ne sommes jamais guéris. Ça veut dire qu'on n'a jamais de droit à l'oubli, même si on a l'impression d'avoir une vie normale. Donc ça veut dire que nos enfants, surtout quand ils sont issus de milieux pas toujours très favorisés, où il n'y a pas des biens de famille, eh bien, ce sont des enfants qui, pour beaucoup d'entre eux, auront du mal à faire des emprunts et donc à construire une vie de façon égalitaire. Voilà. Dernier groupe que nous avons... bon, après, on va faire un week-end. Le dernier week-end de juin, retenez bien, nous allons faire le week-end... on va faire la course des héros tout le mois de juin, tous les week-ends du mois de juin pour lever des fonds. Et le dernier week-end de juin, on va faire aussi le week-end des familles endeuillées. Parce que vous savez qu'on a quand même un certain nombre d'enfants qui décèdent. Vous en avez parlé, Madame Debré, tout à l'heure, à Necker. Et nous, on n'était pas très bien armés pour accueillir ces familles. C'est-à-dire qu'on les suit quand il se passe des phases difficiles, on est beaucoup en lien, et quand ils meurent, au début, on demande des nouvelles, et les autres familles, au bout d'un moment, c'est quand même ce qui fait peur. Nous, parents, on a tous peur que ça arrive à notre enfant, et donc on a une espèce de recul comme ça, qui fait qu'on finit par ne plus en parler, puis on ne sait pas comment parler à quelqu'un dont l'enfant est mort. Et pour avoir travaillé avec pas mal de familles à qui c'est arrivé, ils nous disent bah, nous, on se sent complètement abandonnés. On n'a plus les médecins, parce qu'il faut savoir que nous, en pédiatrie, ça je vous l'ai souvent dit, mais nous, quand on a des enfants et qu'on passe beaucoup de temps à l'hôpital, les médecins font partie de la vie de l'enfant, mais ils ne font pas que partie de la vie de l'enfant, ils font partie de la vie des parents. Je ne sais pas, moi, mon fils, il a le même médecin depuis sa naissance et il va l'avoir pendant 18 ans. Eh bien, ce n'est pas évident pour nous, parents, d'un coup, de plus avoir... C'est à ces médecins-là qu'on a donné toute notre confiance. Donc, on a livré notre enfant. Du jour au lendemain, on ne va plus les avoir. C'est déjà pas simple, je pense, et on en avait parlé avec M. Ruiz sur la transition
Il faut penser aux parents au moment de la transition, parce que si on n'arrive pas, nous, à lâcher les pédiatres, nos enfants n'y arriveront pas non plus. Mais il faut y penser aussi au moment de décès. Et je me souviens d'une AG avec un papa qui était revenu pour vous voir et qui était revenu à l'AG juste pour revoir les pathologues en me disant, le couple était revenu, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du groupe deuil, et il m'avait dit, je viens à votre AG parce que vous avez invité notre médecin, et c'est la seule occasion qu'on a de le revoir, et on avait besoin de le revoir. Et je crois que ça, c'est un besoin très fort, très, très marqué par les familles. Donc voilà, on a créé ce groupe endeuillé. Là, pour ça, on va créer des choses un peu plus... Alors, on est pareil en partenariat avec des associations qui sont spécialisées dans le deuil d'enfants, parce qu'on ne sait pas tout faire, et donc on va se collaborer avec des gens qui savent mieux faire que nous, qui ont beaucoup plus d'expertise que nous. Et on va aussi faire des groupes de parole, mais encadrés par des psychologues. Pour l'instant, on s'oriente plutôt vers des psychologues victimologues, parce qu'avoir un enfant malade et savoir qu'on lui offre une vie de personnes malades, c'est violent. Donc, puis c'est peut-être mon orientation, moi, professionnelle. Donc, on est en train, en tout cas, on est en phase de repérage et de recrutement de psychologues. On travaille aussi avec d'autres associations qui ont l'expérience des lignes d'écoute. Donc, on va monter une ligne d'écoute et on va monter des groupes de parole encadrés par des psychologues. Voilà. Et parfois, des groupes de parole pour les jeunes, je reviens aux jeunes, encadrés par des travailleurs sociaux, etc., pour les papiers. Voilà, je vais aller plus vite maintenant. Alors, quelques projets. Je vais vous parler pour la mise en place de cette ligne d'écoute et de ces groupes de parole encadrés, on a fait un petit sondage que j'ai déjà transmis, alors je vais aller vite, que j'ai déjà transmis en CODIR de CRMR. Depuis, on a un peu plus de réponses que quand je vous l'avais transmis. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a quand même des familles, dans la population générale, tout le monde ne se sent pas d'aller voir un psychologue. Il y en a qui font des psychothérapies, d'autres des psychanalyses, etc. Évidemment que dans la population générale, ça se retrouve, mais chez nous, de façon tout à fait exacerbée, puisque sur les 72 familles, il y avait quand même 44% des personnes qui avaient souhaité un suivi psychologique en ville, et 8 personnes seulement disaient, parmi ce groupe, avoir pu bénéficier d'un soutien sans difficulté financière. Vous vous rappelez que je vous disais que 61% des familles avaient des difficultés financières, familiales. Les besoins, bon, on verra bien si les séances de psy sont remboursées. Ça a été annoncé, on va voir si ça se fait. Si ça se fait, ce sera pour nous une bonne nouvelle. Mais en tout cas, quand on a posé la question à nos familles de savoir est-ce que vous voulez, oui ou non, que la MFE mette en place une ligne d'écoute et un soutien psychologique, vous voyez les résultats. On a 96,8% des gens qui nous ont dit oui, donc c'est un vrai besoin. Alors, une application pour smartphone. Les pédiatres qui sont là doivent en avoir marre de m'en entendre parler, donc je vais aller vite. Nous avions développé une appli pour smartphone, et comme nous étions tous bénévoles et tous en retard, du coup, dans nos projets, cette appli avait beaucoup bugué, on l'avait mise un peu de côté. Sachez simplement que les problèmes techniques, normalement, sont résolus. J'ai repris, là, il y a 3 semaines, l'appli un peu en main. On a fait la mise à jour il y a 4 jours, donc ça semble bien fonctionner. On est en phase de test, on va être en phase de test, j'espère, en décembre et en mars. On est en train de rédiger le protocole de test. On a déjà les essais, donc je vais bientôt vous transmettre l'appli. Quel était l'objet de cette appli ? C'était en gros, de photographier, je vais faire très simple, de photographier les selles et en fonction de la photo, de dire si oui ou non les selles sont inquiétantes et si elles nécessitent qu'on appelle un hépatologue. Il y a aussi toute une partie FAQ qui va renvoyer à des sites, à des articles médicaux, etc. Les campagnes de dépistage. Campagne de dépistage, c'est un peu la même chose que l'alerte jaune, c'est-à-dire que nous, quand même, nos enfants sont dépistés trop... Pour l'instant, ils sont aujourd'hui dépistés trop tard. Si on arrive à les dépister plus tôt, ils iraient mieux. Ils auraient probablement une transplantation hépatique plus tardive pour ceux qui l'ont. Et puis, il y aurait probablement moins de décès. Donc, on a tout intérêt à favoriser le dépistage. Pour ça, on avait lancé une première campagne qui était la campagne Alerte jaune il y a quelques années avec Frédéric Bell qui avait fait la Minute Blonde. Bon, je ne vais pas revenir sur cette campagne que vous connaissez très certainement. Et les résultats, on avait même réussi à intégrer la carte colorimétrique
dans le carnet de santé, ce qui avait été quand même presque 10 ans de combat. Bon, les couleurs ne sont pas les bonnes, vous l'aurez remarqué, maintenant il va falloir se battre pour modifier les couleurs, mais bon, c'est déjà un début. Et les résultats, pour l'instant, on verra, on n'a pas encore tout à fait assez de recul, notamment sur l'intégration des cartes colorimétriques dans le carnet de santé, mais pour l'instant, on dépiste encore tardivement. Donc c'est que probablement tout ça ne suffit pas, et on lance donc une nouvelle campagne de dépistage, en tout cas de sensibilisation au dépistage chez les médecins généralistes, les pédiatres et les pharmaciens. On a commencé à la lancer, on a complètement revu nos supports et ce qu'on a décidé, c'est de faire des supports numériques. Donc pendant 2 ans, on va envoyer régulièrement des informations aux médecins généralistes et aux pédiatres et à l'issue de ces 18 mois, 2 ans, on fera du papier qu'on enverra. Alors on pourra avant obtenir, enfin les médecins pourront obtenir des plaquettes d'informations avant, mais on s'est rendu compte que ça coûte quand même très cher et qu'on a tout intérêt de les présensibiliser avant de leur donner des supports papier. Voilà, donc la campagne est lancée, on y travaille beaucoup et on est sur beaucoup de supports et que l'on modifie assez régulièrement pour ne pas ennuyer nos généralistes. Alors, l'appli Postgreffe, ça c'est notre deuxième appli qui sera liée à la première, on aura un renvoi sur la première à partir de celle-ci. On avait participé, c'est ce qu'avait dit Aurélie hier dans la matinée d'hier, on avait participé au DGAction, on avait obtenu 2 prix, dont le prix de soutien, Fil-Foi. Cette appli, on avait beaucoup d'ambition, on vient de finir voir un peu ce que cette appli nous coûte. On avait pour ambition au départ de faire une photo et puis de l'ordonnance qui s'intégrait directement dans le calendrier, dans notre agenda électronique, téléphonique. Bon, finalement, tout ça coûte des fortunes parce que c'est de l'intelligence artificielle. On ne va pas y arriver, mais on a quand même pas mal d'infirmières, de coordinatrices de greffe qui seraient assez d'accord, notamment au Kremlin-Bicêtre, qui seraient assez d'accord pour elles-mêmes rentrer les données. Donc, l'objectif de cette application, c'est d'accompagner les parents au retour à la maison après une greffe. Parce qu'il y a eu un programme de TP à Toulouse, Postgreffe, un programme de TP au Kremlin-Bicêtre qui se monte parce que les médecins pédiatres et pathologues ont bien vu que c'était compliqué de rentrer avec la maison. On a quand même, quand on a un enfant greffé, pendant les mois qui précèdent la greffe, les familles sont complètement prises en charge par l'équipe médicale. En tant que parent, c'est même un peu déstabilisant puisqu'on perd un peu tout pouvoir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire exactement ce qu'on nous demande. Donc on est un peu dépossédé, et ce n'est pas péjoratif, de notre enfant. Et ça peut durer des mois et des mois et des mois. Et puis la greffe arrive, puis on rentre à la maison, on a plein de traitements, et puis tout d'un coup, il n'y a plus personne autour. Je ne dis pas qu'il n'y a plus personne, mais en tout cas, concrètement, on est tout seul chez soi avec son enfant et on a la responsabilité de la bonne santé de l'enfant. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour les familles, pour beaucoup de familles. Or, on sait quand même que bien prendre son traitement, c'est important, etc. D'où l'idée de créer cette greffe, qu'on va lier d'ailleurs au programme d'éducation thérapeutique des patients. Voilà, on va mettre aussi un petit bouton. Donc, on pourra intégrer les médicaments, les prises, les posologies, les rendez-vous, etc. dans notre agenda électronique qui se mettront en même temps que les rendez-vous chez le dentiste ou en même temps que les rendez-vous sportifs des enfants ou les rendez-vous scolaires. Et on pourra également appuyer pour les familles. Il y aura un petit bouton « J'ai besoin de la MFE, du soutien de la MFE ». Nous, on recevra tout de suite un message et on pourra rappeler les gens. Ça permettra d'éviter un peu les bêtises de certaines familles qui, quand elles sont perdues dans les traitements, envoient un mot sur le forum ou sur le Facebook et demandent les avis de tout le monde. L'idée, c'est plutôt de se dire, oups, elles nous appelleront à nous. Si on voit que c'est un problème médical, on réoriente vers le médecin. Si c'est un problème plutôt psychologique ou si c'est un peu dur, eh bien, on va peut-être orienter vers notre psychologue. Voilà, ça nous permettra de mieux orienter les familles. Bon, pas mal de fonctionnalités, je vous en reparlerai, là il est tard, quand on aura avancé. Alors, on a des actions de lobbying qui se mettent en place, notamment ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'arrêt de travail pour parents d'enfants malades hospitalisés. Il faut savoir quand même que nous, quand on s'arrête de travailler pour notre enfant, eh bien, on perd notre salaire. On arrive à garder, on a effectivement des aides qui sont autour de 600 à 700 euros par mois. C'est loin d'être un salaire. Donc cet arrêt de travail, on va faire ce lobbying, on va le faire avec Alliance Maladies Rares, qui nous soutient sur ce projet. On va le faire avec la COFRAD, plusieurs associations. On va le faire avec les associations d'oncologie. Il y a une période électorale qui démarre. C'est peut-être le moment d'en parler et de faire savoir au grand public que pour s'occuper de nos enfants, on est obligé de perdre du salaire. Voilà. On aura, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais on a le soutien d'une grande marque d'enfants qui a une très grande visibilité. On l'a depuis 2 jours
et ils vont nous soutenir sur ce projet au moment des élections. Je vous en reparlerai. Il y a le remboursement des frais d'obsèques, parce que nous, ce qu'on observe à la MFE, c'est qu'on prend en charge les frais d'obsèques, beaucoup. Les assistantes sociales font appel quand même aux aides régionales, elles font appel à toutes les aides, mais il y a encore plein de familles qui non seulement perdent leur enfant, mais ne peuvent pas leur offrir un dernier hommage. Et ça fait quand même partie, nous, de nos budgets importants, et on pense qu'il est important de ne pas être... voilà, que l'État prenne peut-être ça en charge. Le remboursement des soins dentaires, ça c'est ce qu'on travaillera en dernier, mais vous savez que nos enfants peuvent avoir les dents jaunes et que pour l'instant il n'y a pas de prise en charge de ce traitement du blanchissement des dents pour les jeunes adultes, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui les gêne. Vous nous aviez parlé, Monsieur Brouet, c'est quelque chose qui revient souvent en consultation. Eh bien, ceux qui ont les moyens pourront se faire blanchir les dents, ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas, donc on va travailler là-dessus. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est les projets en vrac. Nous avons décidé d'organiser, pas l'année prochaine, en 2023, un colloque jeunes chercheurs. On a discuté avec les équipes. Pourquoi jeunes chercheurs? Parce que nous, en pédiatrie, on a très peu de chercheurs. Et que pour nous, parents, en tout cas, association qui représente les enfants malades et les parents, c'est très inquiétant. Parce que si les quelques chercheurs, très peu nombreux en France, partent à la retraite, ce qui ne manquera pas d'arriver, en tout cas pour au moins l'un d'entre eux, partent à l'étranger un jour pour certains, on ne sait jamais, je n'espère pas, mais on ne sait jamais, eh ben, on n'aura plus de chercheurs. Et si on n'a plus de chercheurs, pour nos enfants, c'est quand même très embêtant. Alors on s'est dit, il faut que nous, association, on prenne ça en main et qu'on aille les chercher assez tôt, peut-être en Master 2, et qu'on essaye de montrer que les maladies de nos enfants ont plein de potentiel de recherche et qui peuvent être intéressants quand on aime son métier. Voilà. Après, un programme de TP, là j'en disais juste un petit mot, sachez que ce programme de TP au Kremlin-Bicêtre avance bien, on y a beaucoup participé, donc l'appli chez nous est intégrée, et voilà, l'équipe de Bicêtre, vous savez que les conditions de travail pour nos soignants et les conditions d'accueil pour nos enfants ne sont pas faciles à l'hôpital public, vous n'êtes pas sans le savoir, et malgré tout, on a des médecins dévoués, notamment là, sur ce groupe de TP, qui travaillent beaucoup, et j'avais envie de vous en dire un mot. On va remettre un peu à jour les brochures. On va essayer de faire ce travail, nous, de réécrire, comme ça a été fait pour les PFIC. On sait que vous êtes tous débordés, mais nous, on a envie d'avoir des brochures. Donc, on a décidé de les rédiger et de vous les faire valider. Donc, nous allons nous mettre au travail très bientôt et on aura besoin, évidemment, de votre relecture. Et puis, des brochures administratives avec fil foire, on a déjà des projets. Voilà, je fais bref pour laisser manger. Bon appétit à tous. Merci beaucoup Madame Doré, on a bien débordé sur le programme, mais c'était vraiment très important d'avoir toutes ces informations. Avant de vous laisser aller déjeuner, je voudrais remercier tous les orateurs et merci à vous tous pour cette matinée très intéressante et très vivante, et on peut poursuivre les discussions pendant le déjeuner. Merci à tous.